Produit par Binge Audio. Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Quelqu'un qui avance dans le désert et qui est perdu, qui sait même plus d'où il vient, parce qu'il a perdu ses repères, il sait pas où il va. C'est très fréquent. Une personne sur 5 fera une dépression au cours de sa vie. Si je lis un peu, mais ça m'intéresse moins qu'avant. J'ai l'impression d'être beaucoup moins ouverte sur le monde. Ce matin, tu t'es réveillée. Tes paupières étaient lourdes et ton cerveau embrumé. Ton corps ne voulait pas se lever. Tu aurais tellement préféré ne jamais te réveiller. Les premiers symptômes sont arrivés quand j'étais assez jeune. J'ai toujours été une enfant sensible. Et en fait, j'ai grandi dans un monde particulier qui est le monde de l'expatriation. Et même au début, ma mère me disait que elle voyait que un peu les grands changements avaient un impact particulier sur moi, où à chaque fois j'étais très déstabilisée. Du coup, il y avait des symptômes de mal-être qui apparaissaient. Du coup, par exemple, quand on a déménagé au Brésil quand j'avais 2 ans, à l'époque, du coup, j'avais passé à manger des compotes, etc. Et j'ai dégraissé, du coup, à juste boire du lait maternel. Dégression un peu assez signifiante. Et ma mère, du coup, avait déjà vu « il y a quelque chose ». Et puis après, quand j'avais 8 ans, on a déménagé aux États-Unis. Et là, par exemple, j'avais fait une grève de la parole pendant plusieurs mois. Et en fait, au fur et à mesure des déménagements, mais aussi que je grandissais, j'ai développé en fait des comportements qui en soi aujourd'hui du coup peuvent être des symptômes de mal-être, mais qu'en fait moi je voyais juste comme ma personnalité. C'est arrivé de manière très progressive et du coup petit à petit en fait je me suis vraiment renfermée sur moi et aussi je développais une voix intérieure de plus en plus critique et de plus en plus présente. Ma vraie première période un peu dépressive, du coup, ça a été quand j'ai redéménagé en France au collège. Et là, j'ai commencé du coup à faire mes premières crises d'angoisse. Mais je savais pas du tout ce que c'était à l'époque. C'était un peu des crises de larmes où j'arrivais pas à me calmer, où j'avais l'impression de mourir, d'être dans une souffrance physique très importante, mais je comprenais pas et mes parents non plus. J'ai commencé du coup à me faire du mal avec la trichotillomanie où on s'arrache les cheveux. Du coup, au début, c'était quelques poils de bras et puis ensuite, ça a été mes sourcils. Et du coup, en 4e, j'ai perdu la moitié de mes sourcils presque. Et du coup, quand mes parents se sont dit il y a quelque chose qui va vraiment pas bien, ils ont voulu en fait m'emmener chez un médecin pour que je parle et en fait ils essayaient de trouver une solution et en fait j'ai refusé complètement de parler, c'est-à-dire qu'ils m'ont emmené du coup chez un médecin généraliste et j'ai pas parlé pendant l'1 heure de la consultation parce qu'à l'époque en fait je comprenais pas que j'allais mal. Pour moi, c'était comme ça que j'avais réussi à survivre pendant toutes ces années-là. C'était ma personnalité. En fait, les symptômes étaient devenus partie de moi et c'était tellement progressif que je comprenais pas en fait ce qu'il y avait de mal. Et du coup, mes parents, ils ont un peu laissé tomber, même si je commençais en fait dès qu'il y avait un moment de stress à me retirer mes cheveux ou etc. Mais c'était ça faisait juste partie de mon quotidien en fait. La deuxième période déclencheuse, c'était quand j'ai déménagé du coup à Glasgow pour mes études. Et en fait, là, comme j'ai enchaîné en fait des difficultés qui ont fait que ça a créé un terrain parfait pour la dépression.
Du coup, un très mauvais rythme de vie où je dormais très très peu, où on sortait presque tous les soirs, où je suis tombée dans l'abus de l'alcool, du coup, le stress des études, avec un changement du coup de rythme de vie drastique. Plus dans un autre pays, j'étais très loin de mes parents. Au lieu d'essayer de m'adapter à ce nouveau rythme de vie et d'être indulgent contre moi-même, je continuais à essayer d'avoir toujours les mêmes notes. Je faisais des stages du coup pendant l'été pour essayer d'avoir le meilleur dossier possible. J'avais des jobs d'été en plus. J'étais monitrice de voile l'été. Et j'ai passé mon permis, j'enchaînais. Et à côté de ça, j'avais eu pareil beaucoup de déceptions amoureuses. Et en fait, ça a fait un enchaînement qui a fait que quand je suis revenue pour ma 2e année d'études à Glasgow, là, ça a été une pente glissante que j'ai même pas vu venir en fait. Du coup, j'ai recommencé de faire des crises d'angoisse, mais qui sont devenues presque journalières. Je voulais plus sortir de ma chambre, je m'isolais complètement. J'arrivais plus en fait à lire, j'ai perdu la capacité de me concentrer. Quand je devais écrire des dissertations, en fait, j'arrivais plus à lire mes bouquins et je comprenais pas parce que il y a aussi ce problème de en fait pas connaître les symptômes et du coup aussi pas pouvoir les reconnaître parce que aussi moi je pensais jamais dans ma vie que je pouvais perdre la capacité de lire. En fait, les symptômes que moi j'ai eus, c'est des symptômes dont j'avais jamais entendu parler. La trichotillomanie, j'en avais jamais entendu parler. Du coup, le fait de s'arracher les cheveux. Et en plus, mon père l'avait. Et c'était juste normal. En fait, ça n'a jamais été un problème non plus. Déjà, ça, je ne considérais pas trop ça comme un symptôme de mal-être. La perte de lire, je me suis dit juste, mon cerveau, il pète un câble. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'avais pas dit, là, je fais une dépression ou quoi que ce soit, quoi. Comme c'est aussi très progressif, on s'habitue et il y a aussi toujours la difficulté en fait, d'accepter le fait qu'on va mal. On ne sait pas forcément mettre les mots dessus parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va mal non plus. Et en plus, moi, j'étais éloignée de tout. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, je m'en sors plus. Du coup, je suis allée voir un médecin généraliste du coup, en Écosse, là où je faisais mes études. Et il m'a dit, c'est sans doute une dépression, il faudra sans doute prendre des antidépresseurs, mais pour avoir une thérapie, il y a des psychologues qui sont disponibles en université, mais il y a une grande liste d'attente. Pour moi, ces diagnostics ne voulaient rien dire, parce que pour moi, le mot dépression, j'avais aucune information dessus, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai contacté mes parents. Mes parents ont réalisé en fait l'état, surtout en voyant les trous que j'avais sur ma tête, dû à la trichotillomanie, et ils m'ont rapatriée en France. Et c'est là où je suis un peu rentrée dans le labyrinthe du rétablissement. Mes parents qui n'y se connaissaient vraiment rien du tout à la psychiatrie, à la santé mentale, aux maladies mentales. C'est comme ils pouvaient, du coup. On est d'abord passé par un médecin généraliste, forcément, qui m'a d'abord mis sous un premier traitement. Et puis, du coup, après, je suis allée voir une psychologue. Et puis après, je suis allée voir un psychiatre. Et en fait, pendant tout ce moment, ma dépression ne faisait qu'empirer. Ou en fait, mes crises d'angoisse, j'en faisais plusieurs par jour. Elles devenaient vraiment de moins en moins gérables. Où en fait, j'arrivais plus à me calmer. La trichotillomanie devenait de pire en pire. J'ai commencé à me frapper, en fait, à me donner des coups, parce que j'arrivais pas à sortir de ma tête. En fait, mes voix intérieures étaient tellement difficiles et dures à attendre que un peu j'étais en combat en fait avec moi-même et avec ma tête. Du coup, quand je suis enfin arrivée à un psychiatre, il m'a dit vous faites une dépression sévère, on va vous mettre sous un traitement très lourd. Et ça a été un peu une descente un peu une descente en enfer où quand on commence du coup les traitements, ça va pire avant d'aller mieux.
En fait, j'avais l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle sur mon cerveau. D'une part, parce que du coup, il y avait un amas de pensées négatives que j'arrivais pas à contrôler, et aussi parce que j'étais tellement sous des médicaments que mes pensées étaient très floues et j'avais pas du tout la capacité en fait de réfléchir de manière claire. On a tous un peu cette pensée critique qui arrive quand on fait quelque chose dont on n'est pas fier, qui dit « Ah mais t'es bête, t'aurais pas dû faire ça ». En fait, c'est ça fois 1000. Ou en fait, dès que je faisais un truc, il y avait cette voix critique qui me disait toujours que je servais à rien, que je devais avoir honte de tout ce que j'avais fait ou de tout ce que j'étais. Et c'est là où, du coup, les idées noires sont arrivées de manière, de nouveau, hyper discrète, où ça commence par si j'étais dans un accident de voiture là, bah du coup, je pourrais juste rester dans le lit et dormir pendant 3 semaines et ça me permettrait de me reposer et très vite ça devient en fait ça serait mieux si tout s'arrêtait et c'est là du coup où j'ai fait ma première tentative de suicide et que j'ai commencé du coup à rentrer en hôpital psychiatrique. Après, pendant 3 ans, c'était ça. Hôpital psychiatrique, je sors de l'hôpital psychiatrique, je reprends un peu ma vie, période de rechute, tentative de suicide, on repart en hôpital psychiatrique. En fait, maintenant j'ai un recul qui me permet de voir qu'en fait, après chaque période en hôpital psychiatrique, j'avais une meilleure gestion de la maladie. C'est-à-dire que j'étais encore malade, mais je savais mieux la gérer. Mais j'étais tellement obsédée à cette époque-là d'aller mieux le plus rapidement possible. En fait, de retourner à la personne qui j'étais avant. Ce qui est complètement impossible, en fait. Mais à l'époque, il y a juste, j'ai envie d'être la personne que j'étais avant, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de complètement oublier toute cette partie-là et de faire en sorte que ça disparaît complètement de ma vie. Que du coup, à chaque fois que je sortais d'hôpital psychiatrique et j'allais un peu mieux, je reprenais une vie un peu effrénée. Je voulais vivre comme tout le monde en fait, et pas du tout prendre en compte le fait que j'étais malade et que j'étais encore malade. Je voulais arrêter de voir mes psychiatres, arrêter de prendre mes médicaments, et ça entraînait à chaque fois du coup des rechutes dès qu'il y avait un peu des déclencheurs qui du coup me déstabilisaient. Un exemple de déclencheur, il y a un moment où mes parents ont dit on va peut-être redéménager. C'était un déménagement au Japon. Moi dans ma tête c'est il faut que je recommence tout. J'avais pas la capacité de dire j'ai pas envie d'y aller. En fait j'étais complètement dépendante d'eux parce que j'étais malade. Et ça a été un véritable déclencheur où j'étais genre en fait je préfère en arrêter là que faire un autre déménagement. J'ai eu une tentative de suicide où c'était calculé. Et c'était la dernière. Et les autres, en fait, c'était comme des accidents. Des moments où en fait, j'étais tellement en souffrance qu'il fallait que je trouve une manière d'arrêter cette souffrance-là. Et que du coup, ça a mal tourné et que ça a entraîné, du coup, ça a fait une tentative de suicide. Mais j'avais pas du tout l'impression que c'était contrôlé, que c'était un choix. Je préfère ne pas rentrer dans les détails sur et plus de souligner le fait que ça faisait partie de ma dépression, mais je m'en suis sortie et qu'on peut s'en sortir aussi. Et la dernière, du coup, j'ai été hospitalisée de force dans un hôpital très différent de ceux dans lesquels j'étais avant. Et là, un peu la différence, c'était que dans cet hôpital-là, il y avait d'autres cas qui étaient vraiment assez drastiques. Et ça m'a permis de prendre un recul un peu sur ma situation en disant, en fait, j'ai évolué.
je vais assez bien. Je suis malade, mais comparé du coup à ces personnes autour de moi, en fait, je suis pas si mal lotie. Et aussi, j'ai les conditions de vie qui me permettent du coup de pouvoir aller mieux si j'accepte enfin, que je suis malade et que je me donne la chance d'aller mieux. Je m'étais juste donné 1 an pour me rétablir. J'essayais plus d'arrêter le plus rapidement possible mon traitement. J'essayais de le stabiliser, de confronter un peu tous mes traumatismes, etc. C'était petit à petit, quoi. Il y a la première fois où j'ai pu prendre les transports en commun sans faire une crise d'angoisse. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais toujours dans la douche. Et il y a un jour où j'ai recommencé à chanter dans la douche. Et c'est des petits trucs comme ça où tu dis « Ah ouais, en fait, ça va mieux. » Parce que ça paraît tellement... Maintenant, ça paraît quand même loin. J'oublie que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand je retrouve ces petits détails, quand je dis non, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'était mon quotidien, c'était... Et ouais, du coup... Quand j'ai commencé à accepter le fait du coup d'avoir une dépression, j'ai commencé à en parler beaucoup plus parce que c'était ce que j'avais vécu. Ça avait été toute mon identité pendant 4 ans, mais ça créait des moments très gênants parce que t'es en soirée et hop, t'as quelqu'un qui te parle de ces 4 années de dépression sévère. Mais ça veut dire que très vite, je suis devenue la personne qui a vécu une dépression. Et du coup, des personnes venaient me voir en disant « Ah, mon frère aussi, ou ma mère, ou mon père, ou ma tante, ou mon oncle. » Et ça m'a fait réaliser, à quel point c'était commun, surtout chez les jeunes, à quel point ils avaient tellement peu de personnes qui en parlaient dans leur entourage ou vers qui en parlaient que c'était plus moi qui parlais de dépression en soirée random. C'était des personnes qui venaient me voir en soirée, où j'étais pas du tout prête à parler de ce genre de choses et parler à 3 heures de la dépression de leurs proches. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc quand même. Et c'est un peu dans tout ce contexte-là que j'ai cherché un endroit où je pouvais utiliser tout cette expérience qui était quand même extrêmement difficile pour aider d'autres personnes, quoi. J'avais un peu cherché des associations qui existaient en France, mais en fait, je cherchais vraiment une association qui était dédiée aux jeunes et aux étudiants. Parce que quand je suis rentrée dans mes années d'études, et je pense que je n'étais pas la seule, je m'attendais à les meilleures années de ma vie. Je me suis confrontée à quelque chose qui était très très différent. J'étais pas la seule et je me suis dit c'est pas normal qu'il n'y avait pas de ressources dédiées. Et du coup, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose qui pouvait répondre à ce besoin que je ressentais. À ce moment-là, j'ai reçu un mail de Nightline qui cherchait des bénévoles anglophones pour tenir la nuit un service d'écoute par et pour des étudiants. Voilà. Du coup, quand j'ai découvert l'association Nightline, ça a été vraiment enfin une association qui se dédie aux étudiants et juste à créer un lieu où en fait on peut parler de comment on va et de comment on va vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on demande tout le temps chez Nightline, comment tu vas vraiment. Et c'est quelque chose que je cherchais depuis des années. Je suis d'abord devenue bénévole écoutante. Du coup, j'ai fait la formation pour prendre des appels 3 fois par mois. Ayant vécu ces moments, c'est plus facile pour moi de comprendre qu'un autre jeune ou un autre étudiant puisse traverser ces difficultés et surtout pas être dans le jugement. Et aussi peut-être trouver les bons mots.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, c'est par exemple dédramatiser ce que la personne ressent. Ça peut venir d'une bonne intention parce que en fait, tu peux essayer de faire en sorte que la personne dédramatise et de prendre du recul, mais la personne de l'autre côté va juste le prendre comme une dévalorisation de ce qu'elle ressent. Et c'est déjà tellement difficile de demander de l'aide que si on te dit ah mais c'est que ça, mais pourquoi tu te plains ? Ça va renfermer la personne plus que l'aider à s'ouvrir. Et du coup voilà, j'ai été bénévole pendant 1 an. Ça fait complètement partie de mon rétablissement, cette expérience chez Nightline. Déjà parce que entre bénévoles, c'est vraiment un espace où on peut parler de santé mentale de manière ouverte. Et c'est la première fois où j'avais l'impression de pouvoir parler de ma santé mentale, de ce qui m'était passé sans choquer, sans gêner, sans jugement. Ça faisait beaucoup de bien. Et c'est surtout, ça me donnait du sens à ma vie de pouvoir utiliser ce que j'avais vécu pour du bon. En fait, qu'il n'y a pas que du mauvais qui sort de cette expérience. Et ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire. Et en plus, travailler chez Nightline, en fait, ça m'a permis aussi de m'informer sur le monde de la santé mentale, de me connaître mieux. Et je suis très attachée du coup à cette association et c'est pour ça que j'y travaille encore en tant qu'employée aujourd'hui. On me demande toujours ce qui m'a permis d'aller mieux. Le moment où j'étais rétablie. Déjà, il n'y a pas eu un moment. Ça a été long, fastidieux. Ça a été un travail de longue haleine et surtout de patience où j'ai continué ma thérapie, j'ai travaillé sur moi, j'ai continué à prendre mes traitements, à les prendre bien, à mettre en place du coup les conditions pour aller mieux dans ma vie, pour bien vivre du coup avec ma dépression. Mais je dirais que s'il y a une chose qui m'a aidée à aller mieux, c'est d'être patient. Et je recommanderais, je conseillerais ça non seulement à les personnes qui du coup traversent ou qui ont des maladies, des troubles psychiques, mais aussi aux proches, d'être patient du coup et d'être indulgent parce que c'est long et c'est fastidieux et c'est des hauts et des bas, c'est pas du tout linéaire et il faut s'accrocher aux petites victoires. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Adélie Pojman-Pontet. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslapluie podcast sur Instagram.